Mesdames et messieurs, nous sommes entre nous journalistes et comme vous le devinez, c'est WebPress. WebPress aujourd'hui traite d'un seul sujet, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo avec toutes ses ramifications. Donc je suis avec Papi Loukebana qui est journaliste indépendant et Bélard Mbouyi de la Renaissance. Donc la première question revient à Bélard Mbouyi. Aujourd'hui à Kinshasa, vous avez vu l'effervescence, il y a marche, la communauté nationale ou la communauté quinoise, en fait même c'est national parce que c'est dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais on aimerait bien savoir pourquoi cette marche a été acceptée cette fois-ci par l'autorité. Bien, le gouvernement s'est senti mal à l'aise. Ce n'est pas de gaieté des cœurs parce qu'il serait devenu subitement un gouvernement qui respecte les libertés des citoyens, notamment celle de pouvoir marcher pacifiquement. Pas du tout. Il faut tenir en compte le fait que dans la perception du Congolais moyen de l'Ouest, c'est-à-dire, vous prenez les deux Kasaï, l'Équateur, Bandundu, Kinshasa et Bas-Congo, particulièrement Kinshasa même, les Congolais moyens perçoivent cette guerre comme étant une manœuvre orchestrée par le gouvernement central lui-même. Moi, je n'affirme pas cela, mais c'est ça la perception que les Congolais de l'Ouest en général ont de cette guerre-là. Alors, si les Congolais, une institution aussi respectable que l'Église catholique, décide de faire une marche pour protester contre cette guerre-là et comme contre la supposée balkanisation du pays, le gouvernement l'interdit encore. Ce gouvernement renforcerait l'opinion de ceux qui pensent qu'il est complice de la guerre. Donc, il s'est senti mal à l'aise vis-à-vis de cela et il a dû autoriser cette marche malgré lui, malgré ses habitudes habituelles qui consistent plutôt à réprimer les manifestations pacifiques. Oui, je peux aller dans le même sens que mon confrère Bélard, mais il y a aussi un autre point qu'il faut souligner. C'est vrai que le gouvernement se sent un peu obligé, parce que bon, il est obligé pour ne pas revenir sur ce que Bélard a dit. Mais il y a aussi un autre point. Le gouvernement ne voudrait pas avoir aussi une image trop sombre sur les systèmes démocratiques. Vous savez, nous sommes en train d'attendre le 14e sommet de la francophonie ici. Pas plus tard que quelques jours passés, nous avions un émissaire français ici. Et donc, ce n'est pas bon pour le gouvernement, en tout cas c'est comme ça que moi je prends ça, ce n'est pas bon pour le gouvernement de continuer à réprimer à la veille d'un grand sommet. Et surtout que toutes les nations qui sont concernées à ce sommet on l'œil braqué sur la République démocratique du Congo. Donc, quelque part, outre la raison invoquée par mon confrère, c'est aussi un aspect diplomatique. Mais cette marche est quand même encadrée par la police. Qu'est-ce que vous pensez de l'arsenal de la police mis pour encadrer la population? Eh bien, il est tout à fait logique que quand il y a une marche comme ça, la responsabilité impose au pouvoir public de devoir l'encadrer. Parfois, il y a toujours des casseurs ou des gens indisciplinés qu'il faut savoir remettre dans les rangs. Mais en même temps, le dispositif tel que je l'ai vu moi-même sur le quartier Victoire, sur la place Victoire, il est impressionnant et peut même arriver à dissuader certains Congolais qui auraient peut-être eu l'envie de marcher. Ils peuvent avoir quelques soucis et puis rentrer chez eux. Parce que, vous savez, depuis la période électorale, la population de Kinshasa s'est habituée au fait que quand vous voyez le déploiement massif de la police, attention, c'est pour qu'on vous réprime. Donc, le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette confiance n'est pas encore rétablie entre la population et la police lorsqu'il y a des manifestations qui s'organisent. Il n'y a pas très longtemps, c'était le 16 février, je crois bien, la police a pourchassé les chrétiens catholiques jusqu'à l'intérieur de l'église à Victoire. Voyez-vous. Alors, quand les gens viennent peut-être pour marcher et qu'ils voient autant de policiers avec une telle armada... Mais cette fois-ci, quand même, le gouverneur de la ville, André Kimbuta, est passé sur les chaînes de télévision. Il a dit que non, c'est autorisé. Donc, que la population se calme. Combien de Congolais suivent André Kimbuta passer à la télévision? Beaucoup de quartiers sont dans le noir, n'ont même pas de courant. Beaucoup ne sont même pas au courant de ce qu'il a dit. Et là aussi, je voudrais dire que cette autorisation de cette marche, c'est une corde au cou pour le gouvernement. En fait, c'est malgré lui, le gouvernement. Il a d'abord, vous savez que les rapports entre l'Église catholique et le pouvoir actuel n'est pas bon. Et donc, quand l'Église catholique, qui a été réprimée il y a peu par ces mêmes pouvoirs, demande une autre action pour, en fait, soutenir la nation telle que voulue par le gouvernement,
le gouvernement ne peut que céder. Mais quand il met, en fait, c'est aussi la crainte qui s'exprime. D'une certaine récupération, oui, vous avez peur qu'on récupère cette marge? Bien sûr, le gouvernement a peur. C'est comme ça qu'il a disposé d'un arsenal important, des éléments de la police et des jeeps. Ils sont là, moi je viens de passer sur Victoire, et il faut voir. Donc, quelque part, le gouvernement est contraint. Et donc, il fallait prendre des mesures. Mais en réalité, ce n'est pas assez aussi bon de voir assez de gens comme ça. Ça fait peur parfois. D'ailleurs, il y a plus de policiers que de marcheurs sur Victoire. Peut-être comme c'est encore le matin, nous allons envoyer nos reporters sur le terrain et on aura le résultat peut-être le soir. Nous prenons maintenant le volet du rapport des experts des Nations Unies. Comme vous le savez, le Rwanda a riposté. Il a dit qu'il n'est pas très content de ce rapport. Je vais vous lire les propos et on va essayer de décortiquer petit à petit. Donc, Kagame a répondu. Donc, j'ai quelques extraits du réplique du Rwanda, c'est écrit dans la référence plus. Et premier point, il a dit par exemple, le rapport note que la faiblesse des annexes au rapport des experts des Nations Unies repose sur le fait qu'elles contiennent de graves accusations contre des officiers civils et militaires rwandais sans leur donner l'occasion de répondre. Donc on a nommément cité des officiels militaires rwandais dans ce rapport et on ne leur a pas donné l'occasion de se défendre. Bien, moi je ne connais pas très bien la méthodologie qu'utilise l'ONU pour faire ces rapports. Je sais qu'il y a eu de hautes personnalités rwandaises qui ont été citées dans ce rapport-là. Faisons d'abord justice, c'est le Frico Africa News qui a publié ça et pas la référence merci. Plus. Mon frère, excusez-nous, c'est Africa News. Exactement. Africa News, oui. Donc on a cité le ministre de la Défense, James Kabarebe, on a cité le chef d'état-major de l'armée rwandaise, Charles Kanyonga, et on a cité Jacques Nziza, général Jacques Nziza, et beaucoup d'autres. Bien, ils disent qu'on ne leur a pas accordé un droit de réponse. Bien, mais il faut même préciser une chose. Dans le système des Nations Unies, ce genre de rapport est appelé rapport d'étape. Ce n'est pas un rapport définitif. C'est un rapport d'étape. Donc on peut récuser à la fin? Oui, on peut récuser à la fin. Si jamais c'est ce qui avait été affirmé. Je parle sur le principe, je ne parle pas de ce rapport si précisément. Sur le plan de principe. Quand on fait un rapport d'étape, on permet aux personnes qui ont été accusées de pouvoir apporter aussi leur point de vue. On peut ne pas les avoir écoutés la première fois. Eh bien, ils vont maintenant apporter leur point de vue. Mais ensuite, c'est au Conseil de sécurité et aux rapporteurs eux-mêmes, au groupe d'experts eux-mêmes d'apprécier ce qui a été dit. Mais il y a aussi un fait que lorsque des accusations sont très palpables, voyez-vous, quand ils sont sous-tendus par des preuves tout à fait tangibles, irréfutables, voyez-vous, c'est comme nous en journalisme, j'ose faire un petit parallélisme là, nous avons l'obligation de faire 2 sons de cloche pour vérifier les informations de 2 bords. Mais lorsque nous avons par exemple nous-mêmes assisté à un problème donné, j'ai assisté, j'ai vu un papa qui tuait son enfant, eh bien, je vais écrire ça, le papa va me dire non, pourquoi tu ne m'as pas tendu le micro pour que je dise mon point de vue, on m'a accusé injustement, mais j'ai été témoin moi-même, voyez-vous. Donc je ne tranche pas en fait dans le fond, mais je parle sur le plan de principe, ce n'est qu'un rapport d'étape. La suite vient au 22 octobre. Que doit faire le gouvernement congolais actuellement pour que ce rapport d'étape soit validé? Soit validé par... Attends, d'abord, je veux préciser quand même que le groupe d'experts qui a fait ce rapport d'étape était à Kigali, je crois, la semaine dernière, pour entendre tous ces gens qui ont été cités déjà. Donc, ça veut dire que l'ONU travaille quand même de façon plus ou moins de professionnelle, démocratique, quoi, voilà. Oui, c'est vrai que le rapport a été publié par les Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes des Congolais, même pas des Congolais, même ceux qui sont à l'étranger ou nos concitoyens, nos compatriotes. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus attendre que les Nations Unies réagissent à ce qui nous concerne. Le problème est clair, les éléments rwandais ont été vus, trouvés, même arrêtés de l'autre côté de l'Est de notre pays. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à attendre. C'est vrai que le Rwanda est en train de réagir contre ces rapports. Le Rwanda d'ailleurs dit que la présence de l'armée rwandaise du fait seulement d'un uniforme, cela ne prouve rien du tout. C'est de son droit aussi, c'est de son droit aussi de se défendre. Vous savez, on n'accepte pas facilement, mais aujourd'hui, c'est connu de tous
que les éléments rwandais sont ici dans notre pays, donc dans la partie est de notre pays, et que les mouvements rebelles qui évoluent dans cette partie-là sont soutenus par le Rwanda. Et donc, la République démocratique du Congo, le gouvernement en particulier, doit renforcer la diplomatie pour continuer à convaincre ce que les experts des Nations Unies ont établi comme rapport. Le gouvernement aussi doit donner son rapport. Vous comprenez? Donc nous ne pouvons pas continuer à attendre ce qui est fait à l'étranger pour chercher à défendre le pays à l'étranger. Ok, il y a un autre point ici, il a dit que les déserteurs et les rebelles capturés ont été interrogés dans des circonstances qui soulèvent plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ils ont été manipulés, ces gens-là? Je n'en sais rien, c'est le gouvernement du Rwanda. On est quand même des journalistes, donc on essaye de oui, on essaie de comprendre ça. Eh bien, moi, je ne sais pas ces conditions qui seraient sujettes. D'abord, disons que ce n'est même pas des gens capturés. Des gens se sont rendus par eux-mêmes, d'abord, pour commencer. Ils ont quitté les Randium 23, sont allés se rendre par eux-mêmes à la MONUSCO. Donc, voyez-vous, alors, si ces gens-là se rendent par eux-mêmes, ils ont bien une raison valable pour le faire. Et ils expliquent pourquoi ils se rendent. Ça veut dire qu'ils n'avaient jamais pensé devoir venir servir dans les rangs des mouvements insurgés au niveau du Congo. Ah, ça, c'est clair. Eh bien, ce n'est pas des gens qu'on a capturés et puis qu'on aurait torturés pour faire avouer et je ne sais quoi. C'est que mon confrère vient de dire tout à l'heure est extrêmement important. Ce rapport qui accuse le Rwanda vient de l'ONU. Il ne faut pas l'oublier. Ça vient de l'ONU, des Nations Unies. Et maintenant, nous avons en face une réplique qui vient du Rwanda. Donc, on doit attendre la réplique de la RDC. Il faut que le Congo aussi produise son document, qui, avec ses propres... Peut-être que le Congo a aussi des preuves que l'ONU n'a pas. C'est ça. Peut-être que le Congo a des éléments qui peuvent renforcer la thèse de l'ONU, par exemple, qui peuvent peut-être contrebalancer la contre-réplique du Rwanda déjà. Il faut qu'on arrive aussi à... Ça ne sera pas maintenant là... qu'on ne se limite pas seulement... ne sera pas là un jeu de ping-pong, on ne sait pas où on va s'arrêter. Non, maintenant c'est ça, c'est le pays, la diplomatie. La diplomatie, c'est ça. Il faut travailler, on n'est pas au gouvernement pour aller s'asseoir. On n'est pas ministre pour aller s'asseoir. Il faut travailler pour l'intérêt de la nation. Et les intérêts de la nation congolaise sont menacés. Et donc, il est temps que ceux qui se disent congolais se mettent au travail et produire un travail qui soit bon pour les intérêts de la population. Et il y a aussi ce problème qu'on relève, que les Rwandais relèvent, cette haine que les Congolais ont maintenant vis-à-vis des Tutsis, véhiculés par les médias congolais. Vous savez, madame, depuis 1994, donc le génocide rwandais, le pouvoir de Kagame prend comme alibi la protection des minorités pour étendre son hégémonie à travers la sous-région. Depuis 1994, jusqu'à quelques mois, jusqu'à l'apparition des rapports des experts des Nations Unies, le Rwanda, c'est le pays les mieux sécurisés par les Américains, les Français, c'est pas tous ces Occidentaux. Mais qu'est-ce qu'il y a? On doit se poser des questions. Pourquoi ces changements des données? Pourquoi la donne change? Aujourd'hui, nous sommes en train, l'histoire, nous devons lire les signes du temps. L'histoire de ces pays est en train de changer. Le Rwanda se sent aujourd'hui délaissé par ses protecteurs. Mais il y a quand même des gens qui disent que c'est une façon de nous endormir aussi. Hein? Non. Tous ces gels-là, c'est une façon pour nous de nous endormir, pour que nous ne continuions pas à travailler. C'est vrai que ce sont des gels, mais c'est un signal fort sur le plan politique, même sur le plan diplomatique. C'est un signal fort. Les pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Les pays scandinaves. Oui, ces pays-là, ce sont ces pays qui sont des protecteurs sur le plan politique du Rwanda. Et même mais quand vous regardez, le soutien économique, c'est plus les autres pays. C'est comme les pays comme la Norvège, la Hollande. Tous ces pays-là, c'est eux plutôt qui sont les financiers. Ils les aident sur le plan aide. Ce sont ces pays-là souvent qui viennent en aide. Et quand ces pays commencent à suspendre, à interrompre, il y a un signal. Donc, les grandes puissances, les autres là donc, que je viens de citer, viennent appuyer sur le plan politique et les pays
et que, comme la Hongrie et les Pays-Bas, ce sont ces pays-là qui viennent en appui pour la bonne gouvernance et autres. Et quand ces pays commencent à prendre des dispositions, il y a quelque chose qui cloche. Mais Lambouy, est-ce que c'est vrai que les Congolais détestent les Tutsis? Ça, c'est une question tout à fait, peut-être bête, mais c'est une question que les gens se posent. Est-ce que le Congolais lambda déteste le Tutsi lambda? Écoutez, on ne peut pas dire que les Congolais détestent les Tutsis. Tous les Congolais ne réfléchissent pas de la même façon. Il y a dans ce pays une partie des Congolais qui certainement détestent les Mbwaka, il y a certainement une partie des Congolais qui détestent les Balouba, certainement l'autre qui déteste son voisin, ainsi de suite. Ça peut exister. Mais une nation se construit avec tous ces genres de choses-là. On essaye en permanence de calmer les ardeurs des uns des autres pour qu'on puisse former une communauté unique. C'est comme ça que ça se passe. En France, l'antisémitisme existe toujours, hein, chez certains. Mais ça n'empêche pas que les Français aient pu voter un président de mère juive, Nicolas Sarkozy. Voyez-vous. Donc, c'est ça. Globaliser de cette manière-là n'est pas une bonne chose du tout. Ce n'est pas vous qui êtes journaliste, est-ce que c'est vrai que nos médias véhiculent ce message de haine? Écoutez, les médias, il y a des médias qui sont très professionnels. Congo est un exemple, mais écoutez, il y a des gens qui, par ignorance, par excès de zèle, font passer des messages totalement malheureux. Ça arrive, hein, ça peut arriver. Mais pensez que ça, c'est global. Mais disons que dans le fond, nous devons peut-être un jour arriver à reposer nos problèmes de fond sur la table. Il y a quand même, parce que moi j'ai suivi le président de la République, nous n'avons pas parlé, je ne sais pas si cela est prévu. Il a dit qu'il y a une triptyque de solutions. C'est-à-dire, on peut faire la solution militaire, on peut faire la solution diplomatique, on peut faire la solution politique également. Peut-être on peut faire les trois en même temps. Parce que les guerres, même lorsqu'elles se gagnent sur le terrain militaire, elles finissent toujours autour d'une table pour quand même qu'on dise, mais en fait, toi cet enfant, tu cries chaque fois. Quelle est ta raison? La raison qui te pousse chaque fois à être toujours un enfant important vis-à-vis du reste de la famille. Le garçon il vous dira peut-être, moi mon problème c'est celui-ci. On verrait comment on pourrait réfléchir sur cette question-là. Il y a même un problème qui se pose dans cette partie de l'Est du pays-là, qu'on devra un jour ou l'autre essayer de résoudre. Oui, je vais ajouter quelque chose là-dessus. Madame, quand on stigmatise les mauvais comportements d'un enfant et on dit qu'on n'aime pas cet enfant, dans ces pays, il y a combien de tribus? Nous avons des Yantis qui sont là-bas, tout le monde, il y a des Mbala par-ci par-là. Dans ces pays, on va parler des minorités. Il n'y en a pas. Mais quand on stigmatise le comportement, les mauvais comportements d'une tribu qui se considère comme, même pas d'une tribu, des individus qui font partie d'une tribu, on voudrait globaliser. Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Il y a autre chose qui fait que ceux qui prétendent soutenir ce genre de thèses entrent au pays pour chercher ce qu'ils cherchent. Louise Mushikiwabo s'est insurgée contre ses protecteurs d'hier en les accusant de traiter les États africains comme des enfants. Expliquez-nous un peu, ça veut dire quoi? Eh bien, quand les mêmes protecteurs le protégeaient, pourquoi ils ne les accusaient pas de les traiter comme des enfants, hein, je ne sais pas. Certainement, pour la première fois depuis 1994, il faut même reconnaître que le Rwanda a été trop cajolé, une sorte de culpabilité de la communauté internationale. La passe diplomatique la plus difficile de l'existence de cette troisième république rwandaise qui est là en place depuis 1994. Hein. Ils n'ont jamais eu autant de pressions extérieures sur leur président a dit qu'il ne cédera pas à ces pressions, hein, Papi Lukebalo. Il a dit qu'il ne cédera pas à toutes ces pressions. Il peut dire qu'il ne cédera pas à ces pressions, mais écoutez, si toutes ces puissances qui sont en face du Rwanda actuellement, qui semblent déchaînées devant le Rwanda, si jamais le rapport final confirmait cela, je ne vois pas comment le Rwanda peut s'en sortir sans le soutien et l'aide des États-Unis et des Britanniques surtout. Ce sont ses deux plus grands parents. Donc le Rwanda ne vit au fait que grâce au soutien extérieur. Bon, ne vivre que de... Je ne sais pas dire ça, mais franchement, c'est
principaux financiers économiques, ils sont plus que les Scandinaves. Ils financent beaucoup, les apports au budget du Rwanda, beaucoup. Je ne vois pas comment le Rwanda s'en sortirait sans ces gens-là. Et c'est surtout eux qui le protègent diplomatiquement chaque fois qu'il y a des problèmes. Et c'est comme ça que vous verrez que le pouvoir de Kigali cherche toujours à convaincre ses partenaires en s'attelant sur des minorités, tout ce qui serait menacé, tout ça. Et ça, quand il brandit ça, il y a 10 ans, ça marchait. Cette thèse marchait encore. Mais aujourd'hui, même ceux qui soutiennent ces pays, quand même, le sang a trop coulé dans ces pays. Le sang continue à couler. On va continuer à fermer l'œil pour continuer à soutenir un tel régime. Mais madame, nous sommes quand même des pays qui sont entrés, nous sommes dans un processus démocratique. Le Congo démocratique, c'est un pays qui est en train d'échafauder sa démocratie. Mais est-ce que le Rwanda, qui aujourd'hui veut donner des leçons, est-ce qu'au Rwanda, il y a la démocratie, qu'il fasse la démocratie au lieu de continuer à déranger un pays qui est dans un processus. Excusez-moi, le Congo démocratique échafaude quelle démocratie? Si, reconnaissons-le quand même. Aujourd'hui, nous sommes là, les processus, on parle en termes de processus. C'est un processus. C'est un processus. Quand les deuxièmes élections sont pires que les premières, vous parlez de démocratie. Quelle démocratie? Écoutez, c'est un point de vue que vous émettez. Pas un point de vue. Moi, je pense au départ de cette émission, vous avez tu as expliqué que toutes les marches ont été réprimées et que celle-ci n'a été autorisée que parce que le gouvernement est un peu contraint de le faire. C'est ça une démocratie? On n'a même pas le droit de manifester. Nous sommes en train de parler les élections, on les fraude. Et les marches, on les réprime. C'est quoi la démocratie? Nous sommes en train de parler des démocraties qui évoluent par rapport au précédent régime. Ça n'évolue pas du tout. Ok, donc nous parlons maintenant des fils du pays. On a trop parlé des Rwandais, maintenant parlons un peu des Congolais. Il y a quand même une opinion, et eux-mêmes, le Rwandais disent qu'il y a des traîtres, entre guillemets, qu'il y a des fils de ce pays qui pactisent avec eux pour que cette situation perdure. C'est là aussi un autre problème. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être opposant pour s'opposer à un plan de paix contre ce qui se passe à l'Est. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand vous suivez beaucoup de nos politiciens, il y a même, je suivais un qui est dans un média, ils disent que non, moi je suis de l'opposition, je ne peux pas soutenir parce que c'est d'abord un pouvoir, comme il le dit, c'est un pouvoir qui gouverne par défi. Mais aujourd'hui, c'est d'abord les intérêts du Congo. Si Kabila partait aujourd'hui, parce qu'en réalité, Kabila n'a que 4 ans et demi. Il n'a plus à se présenter aux prochaines élections. En 2016. Et alors, en principe. Oui, mais c'est ça. La constitution est claire là. Oui, Bochaba et Albumbaché, ils vont la changer, la constitution. Donc, ça, ce ne sont que des intentions des gens, mais en tout cas, la constitution est la claire. Constitution est claire. Le président Kabila va terminer son mandat et puis il part. Et maintenant, s'il y a un point, en tout cas, moi je pars dans cette logique-là. S'il y a des stratégies à mettre en place pour contrecarrer la balkanisation, et ces stratégies proviennent du pouvoir, donc du pouvoir de Kabila, et il faut les contredire. C'est ça le problème que nous avons à l'Est. Il y a les fils de ces pays qui sont soit de l'opposition, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place, ils s'arrangent derrière les agresseurs. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas évoluer dans ces pays si les propres fils de ces pays continuent à trahir leur propre pays. Est-ce qu'il y a des fils de ce pays qui acceptent ce M23? Je ne sais pas. Qui ont déjà pactisé avec le M23? Moi, je ne sais pas. Je vais être beaucoup plus précis avec ce genre de choses. Je ne prends pas, je ne peux pas jeter comme ça au feu des gens sans la moindre preuve. Moi, je ne sais pas quel est ce fils du pays de l'opposition qui, parce qu'il n'est pas d'accord avec Kabila, s'est rangé derrière le M23. Il faut qu'on nous cite les noms. Je n'en ai entendu aucun. Il n'y a pas longtemps, nous avons suivi l'ex-général Faustin Mounene qui est en exil. Mounene lui-même était qui a une branche armée. Mounene n'est pas un opposant, vous parlez de l'opposition. C'est un Congolais. Oui, tu as parlé, Papi, des opposants parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Kabila. Mounene était un insurgé. Mais qui s'oppose. Qui s'oppose. Oui, mais Mounene, c'est une autre sorte d'opposition. En fait, dans un pays armé, en plus, armé. Dans un pays sérieux. C'est plus dangereux. C'est un rebelle au même titre que le M23. C'est logique qu'il soit d'accord avec le M23. Ah non, là c'est quand même un problème. C'est logique. Ah bon? En donc fait, vous êtes, admettons que Vas-y. Admettons que vous soyez
un militaire ou un monsieur qui est contre le pouvoir de Kabila. Non, l'UDPS est contre le pouvoir de Kabila, le MLC, l'UNC. Justement, je voulais lever, je voulais lever cet équivoque-là. Il ne faut pas qu'on fasse croire que les gens, les opposants, l'opposition c'est quoi? C'est l'ensemble de groupes, de partis politiques qui ont perdu aux élections. Voilà. Ces gens-là ne sont pas derrière le M23 du tout. Ni l'UDPS, ni le MLC, ni l'UNC, ni le MPCR, ni d'autres. Voyez-vous, c'est clair. Mais il y a quand même certains fils du pays. Il y a quand même certains fils du pays qui soutiennent. Nous sommes 60 millions. Nous ne pouvons pas savoir. Nous avons les enfants de toutes sortes dans une famille. Il y a certainement parmi nous, quand je vois ceux qui portent la voix du MP23 en Europe, c'est même pas des gens du Kivu. Vous avez des noms en consonance de l'Équateur, etc. Donc, c'est ça. C'est chacun, c'est ça la nature de tout un chacun. Il y a des enfants qui sont des enfants corrects, clean. Il y a des enfants troubadours dans une famille. Bien, s'il y a des troubadours comme ça, c'est à leur titre privé qu'ils font ce qu'ils font là. Ils ne représentent pas l'opposition quelconque du Congo, pas du tout. Alors, le gouvernement rwandais dit qu'il reste impliqué dans le processus en cours en faveur des solutions durables aux problèmes politiques de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas suivre les diatribes du Rwanda. Ça, ce sont des diatribes. C'est aux Congolais de s'organiser. On ne fera jamais disparaître le Rwanda de la carte géographique. On est obligé de composer avec le Rwanda. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le Congo doit s'organiser militairement aussi. Nous avons été avec la ministre des Affaires étrangères du Rwanda ici au Congo. Après 3-4 jours, il s'est retrouvé aux États-Unis, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Le Rwanda continue à nier. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas suivre ces déclarations. Ça, ce sont des vœux pieux qu'il ne faut pas suivre. Il est temps que les Congolais se mettent ensemble. Il est temps aussi que les Congolais s'organisent. Madame, ça fait quand même un bon temps. À l'époque, quand M. Kabila était au pouvoir, il organisait l'armée. Il était en train de recruter. Je ne sais pas, à moins que je ne connaisse pas, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas où on recrute les éléments pour l'armée congolaise. Je me pose même la question, les militaires qui se battent là-bas proviennent d'où? On ne recrute pas, je ne vois pas où on recrute dans ces pays. Toutes les écoles militaires sont pratiquement à Moule. Nous avons des bases militaires en Banzangou ici. Nous avons ici à EFO, l'école de formation militaire, il y en a là-bas. Mais pourquoi on ne forme pas? Pourquoi on ne veut pas organiser l'armée? Là aussi, c'est un problème. La reprise de formation des militaires a quand même commencé. Hein? Mais, je sais pas, mais les cours ont repris, les faux Kananga quand même été réhabilités, donc la reprise de la formation a commencé. Dès lors que le Congo n'aura pas une armée forte organisée, nous subirons toujours les problèmes que nous sommes en train de vivre à l'Est. Nous avons suivi le chef de l'État qui a dit que la formation de l'armée est un processus assez long, mais ça a déjà commencé. Il faut d'abord... Excusez, avant même le processus, quand nous sommes devant un fait, vous savez qu'on forme des militaires en 45 jours, on forme les militaires en 60 jours, puisque c'est un processus, ça va continuer jusqu'au-delà. Et donc aujourd'hui, il faut pas que nous prenions ça dans ce sens-là, que non, c'est un long processus. Le processus de la réforme de l'armée, c'est théorique quand on parle, non, les structures sont en train de mettre en place. Non, il faut que nous passions aux actes. Recrutons, organisons-nous sur le plan diplomatique, que les ministres ou le ministère des Affaires étrangères et les autres services travaillent pour qu'on enlève l'embargo. Vous savez que le Congo ne peut pas acheter des armes. Ça, c'est un problème. Le chef de l'État a soulevé ça aussi. Mais c'est un problème. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous demandons à ce pays qui veulent être avec nous, que ce pays travaille pour. Pourquoi le pays est sous embargo? Alors que le pays est agressé. Aujourd'hui, que les Nations Unies ont clairement établi que le Congo est agressé par des pays étrangers, que les Nations Unies aussi ouvrent la porte au Congo pour que le Congo... s'organise, s'achète pour qu'on puisse un peu lever cet embargo. Oui, Bélarboui. Oui, disons la formation de l'armée, n'est-ce pas aussi la clé de... Vous voulez que l'armée congolaise se batte, mais l'armée n'a pas déjà des moyens pour s'acheter. En même temps. Même s'il peut avoir des moyens pour s'acheter, mais on ne le permet pas d'acheter ses armes pour sa propre protection. C'est contradictoire. Okay. Je disais ceci, l'armée du Congo recrute ses enfants qui sont attirés par le métier des armes, qui veulent servir sous le drapeau.
L'armée du Congo les recrute actuellement, et pour la troupe et pour les officiers, cela se fait. Il n'y a pas très longtemps, les commandos qui étaient formés par des Américains d'ailleurs ont reçu leur brevet, leur certificat. Une partie de ces commandos ont été d'ailleurs déployés au Nord Kivu pour contrer cette rébellion du M23. Ça existe, ça se fait. Dans nos bases Kamina, par exemple, cela se fait. Autant qu'à l'EFO de Kananga d'ailleurs. Eh bien, cela étant, il faut réformer notre armée, c'est vrai. Mais il y a un problème qui se pose là quand même. Nous sommes venus du processus du dialogue sans peut-être vous interrompre, pourquoi on est sous embargo? Pour qu'on fasse un petit feedback. Pourquoi la RDC est sous embargo? Qu'est-ce qu'on a fait pour que nous soyons sous embargo? Ça, c'est le legs du régime du maréchal Mobutu. Lorsque les Rwandais, Hutus, qui ont fui l'avancée du FPR, ont déferlé sur les pays voisins, ceux qui sont arrivés chez nous par millions, encadrés par les anciens militaires des forces armées rwandaises et les Interamwe, ils sont rentrés chez nous. Le régime de Mobutu n'a pas pu les désarmer, voyez-vous. N'a pas pu les désarmer. Il les a laissés en rentrer. Ils ont amené tout un État de leur pays juste dans le nôtre. Il ne les a pas désarmés et ils ont constitué une menace pour leur pays d'origine. C'est ça la réalité. Et les généraux de Mobutu, dont vous connaissez, l'armée de Mobutu était extrêmement corrompue, se sont mis à trafiquer des armes pour vendre à ces gens-là, pour pouvoir constituer une nouvelle force militaire pour attaquer le Rwanda. Mbanda le dit lui-même dans son livre, ainsi sont le glas. Par contre, un pays qui s'est comporté comme un pays responsable, regardez la Tanzanie. Quand ces gens sont arrivés en Tanzanie, ils ont tous été désarmés. Il n'y a pas eu de problème entre la Tanzanie et le Rwanda. C'est ça qui a fait que la région des Grands Lacs étant devenue un grand carrefour de trafic d'armes à l'époque, l'ONU avait décidé de nous frapper d'embargo à cause de ce problème-là. Mais aujourd'hui, comme les données ont changé, on peut quand même lever cet embargo. Il appartient à la diplomatie congolaise d'œuvrer dans ce sens-là. Comment peut-il se faire que depuis 2003, nous avons signé un accord de paix, mis en place une transition, 1+4, qui a quand même fonctionné malgré tout. Nous avons la MONUSCO dans ce pays. Nous avons la MONUSCO, c'est-à-dire l'œil de l'ONU, l'œil de la communauté internationale sur place. Comment ce pays n'arrive pas à influencer la décision de l'ONU? Nous avons même eu, à certains moments, des grandes amitiés qui auraient pu aller dans ce sens-là. La France de Chirac a beaucoup soutenu le Congo à l'époque d'ailleurs. Comment on n'est pas arrivé? On a dormi pourquoi à l'époque-là? Aujourd'hui, nous essayons de compter nos amis aujourd'hui, mais la France de Chirac est un appui massif derrière nous. Et la France de Hollande? C'est pas évident, Hollande s'installe à peine, mais on ne sait pas très bien de quelle façon il va danser le tango pour le moment. Mais je souhaitais dire quand même que cette réforme de l'armée a trop tardé. Ce n'est pas sérieux que dans un pays, depuis 2003, nous en soyons toujours dans un processus de refondation de l'armée. Depuis 2003. Ça n'a aucun sens. Ça fait combien d'années? C'est pas normal. Je vous donne l'exemple de ce pays qui nous agresse lui-même aujourd'hui. Le FPR a pris le pouvoir en 1994. 2 ans seulement plus tard, ils étaient capables d'envahir le Zaïre de Mobutu. Donc ils ont eu le temps de réformer leur armée en moins de 2 ans et d'aller mener des guerres à l'extérieur. Nous, ça fait 13 ans, si j'ai bien calculé. C'est pas normal. On va réformer cette armée pendant combien de temps? Alors là, nous sommes en train de chuter. On aimerait bien savoir actuellement, Papilou Kebana, vous êtes journaliste, est-ce que vous avez des informations, des nouvelles de la situation à l'Est? Comment c'est aujourd'hui? Écoutez, Goma, Rutshuru, la situation, à moins que jusqu'à preuve du contraire, la situation n'est pas trop bonne. Parce que les insurgés, tantôt ils les occupent, tantôt ils reculent, tantôt ils reprennent. En tout cas, bon, je ne suis pas militaire pour commencer à donner des informations à ce sujet, mais sauf imprévu, la situation n'est pas trop bonne. Bélarboui, vous avez des informations? Puisque nous, on a des échos, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, Goma tombera, Goma ne tombera pas. Il paraît que la population est vraiment sous psychose à Goma en attendant l'arrivée du M23. Non, écoutez, la situation, les dernières infos que moi j'ai reçues est stationnaire. Il n'y a pas eu d'avancée dans un sens ou dans l'autre. D'avancée importante, en tout cas d'un côté ou de l'autre. La situation est stationnaire. Mais il est quand même étonnant d'entendre sur des radios périphériques que la mission de l'ONU elle-même qui est ici et qui doit apporter son appui aux forces armées
est en train de répondre que l'armée n'est pas en état de combattre. Ça veut dire quoi ça? Le gouvernement devrait protester face à de telles déclarations qui sont faites sur des médias internationaux. Ça c'est pour démoraliser les forces armées et créer même la psychose dans la population. Vous savez, ces radios internationales sont suivies en FM maintenant, à l'Est même là-bas. Ce n'est pas correct comme façon de procéder. Peut-être pour terminer, madame, ça c'est quand même un appel que je lance au président de la République qui a maintenant la possibilité avec la loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. On a rectifié l'article 73 lui accordant la possibilité de nommer et de démettre les changements de la chaîne de commandement. Oui, de l'armée. C'est votre souhait. Donc aujourd'hui, c'est très important que les chefs de l'État promulguent rapidement cette loi pour qu'ils mettent en place, qu'ils changent le commandement de l'armée. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ça. Les pays, ça nous appartient à tous et donc nous avons droit à tout ce que ces pays donnent à ses fils. Il est temps que l'armée s'organise et qu'il est temps aussi que le peuple se mette autour des mêmes idéaux pour que nous allions de l'avant. Et l'Église catholique l'a compris. Ce n'est plus le temps d'aller confronter parce qu'on n'est pas d'accord avec un tel système, mais il faut être unis. Et voilà la marche que l'Église organise. Et nous demandons à ce que tout le monde aujourd'hui soit uni pour aller de l'avant et contrecarrer ce chemin de la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Sûr qu'un jour, la RDC peut se balkaniser comme le Mali, le Soudan? Personnellement, je ne crois pas à ça. En fait, moi, je suis toujours parti du principe que Dieu a certainement créé la terre, mais il n'a pas créé les pays. Les pays, ce sont les humains qui les créent eux-mêmes. Les pays qui existaient au 1er siècle n'existent plus aujourd'hui, en tout cas pas dans leurs frontières telles qu'elles étaient à l'époque. Eh bien, notre unité nationale, c'est un combat permanent de tous les fils du Congo et de toutes les filles de cette nation. Ça doit se prêcher en permanence. Nous devons l'apprendre chaque jour et faire en sorte que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans la nation. Jacques Chirac disait: la République est notre maison commune, il y a de la place pour tout le monde. Nous devons voir chaque fois qu'il y a un hargneux quelque part qui se sent mal à l'aise dans la nation, tout faire pour lui faire comprendre que ta place est ici, tu dois y vivre, tu dois t'y sentir à l'aise. Sinon, c'est ça qui crée Mais que ces hargneux-là servent que la nation et pas deux nations à la fois. Non, pas ça, il faut te regarder. Il y a eu au Katanga 93 un discours totalement séparatiste. Ils voulaient faire l'indépendance du Katanga. Ils ont chassé les non-originaires. Le Katanga a déjà tenté une telle expérience en 60, le Sud Kasaï en 61. Donc, ce n'est pas que l'Est aujourd'hui. Donc, nous devons tirer les conséquences de toute notre histoire, pousser notre peuple vers l'unité chaque fois. Un combat de tous les jours. Voilà. Si nous sommes tous engagés dans ce combat-là, le pays ne se déchirera pas. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce web presse d'aujourd'hui. J'étais très heureuse d'être de débattre avec mes confrères Bélar Mbouyi et Papi Loukebana. Merci encore de votre fidélité à notre chaîne Congo Web. Comme vous le savez, notre journal télévisé est le premier journal le mieux sondé. Donc, restez-nous fidèles et vous aurez toutes les informations d'une manière objective. Merci donc à toute l'équipe technique qui a contribué à l'élaboration, à la réalisation de cette émission et merci à mon réalisateur Gilbert Biladi. On se retrouve le mercredi prochain pour la suite de Web Presse.